Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Poussard des Arts et Métiers, plus précisément d'AM Valor au sein des Arts et Métiers de Laval. Je vais présenter des choses très complémentaires à ce qui a déjà été présenté. Je vais essayer de pas trop me répéter, mais j'essaye d'apporter de nouveaux éléments au développement de jumeaux numériques, notamment sur la méthodologie qu'on a suivie. Et je vais présenter aussi un exemple de jumeaux numériques qu'on a développé sur l'atelier forgeage à Metz. Donc en trois parties, je vais d'abord rappeler les concepts derrière nos développements, la méthodologie pour y arriver et l'exemple comme je disais. D'abord, je voulais réintroduire le fait que entre les trois partenaires académiques sur le projet qui développent des jumeaux numériques pour leurs enseignements, on a des objectifs complémentaires. Au niveau du CESI et du CNAM, ça a été très bien présenté. Il y a eu des développements. En fait, ils ont de l'avance un petit peu sur certains développements au niveau de Jenny. Ils ont déjà transféré une partie des développements aux sociétés dont on a parlé, Eureka et Mimbus. Et aux arts et métiers, on a des objectifs aussi complémentaires sur le projet de Jenny, les mêmes développements de jumeaux numériques, sur le même principe, qui répondent aux mêmes besoins pour les enseignants et les étudiants sur les différents campus. Mais on a aussi toute une partie qui concerne de la recherche et développement sur les procédés et les process de fabrication, sur la simulation numérique et la simulation numérique temps réel, comme Claude l'a évoqué, sur le fameux campus immersif dont je vais toucher deux mots tout à l'heure, et sur un outil qui facilitera aussi, des briques technologiques qui faciliteront l'édition de jumeaux numériques pour transférer à des partenaires, donc EdTech, du projet de Jenny. Donc, et tout ça, bien sûr, avec le support du CEA sur l'ensemble des développements technologiques du projet. Sur les deux concepts que je vais évoquer aujourd'hui, il y a le campus immersif, qui, comme l'a exprimé Claude, est un lieu virtuel, accessible, qui va nous permettre de tester de nouveaux apprentissages, mais aussi de permettre aux étudiants de se l'approprier avec des espaces de sociabilisation. Et on a les jumeaux numériques qui vont représenter le fonctionnement des machines réelles, avec plusieurs niveaux d'utilisation. Ça a été présenté par les différents intervenants ce matin. On va avoir une utilisation des jumeaux numériques complète, avec une complète connectivité entre la machine réelle et son jumeau virtuel. Et on va avoir aussi des utilisations selon les utilisations pédagogiques, uniquement sous forme de digital shadow, par exemple, pour reprendre ce vocabulaire, où on va utiliser des simulations de l'environnement virtuel pour certains contenus pédagogiques. Et notre problématique aussi, sur nos développements, ça va être d'assurer une continuité de ces deux lieux d'apprentissage et donc l'interopérabilité de tous les formats numériques qui sont utilisés, qui sont déployés entre le campus immersif et les jumeaux numériques. Alors, je vais commencer à parler de méthodologie. Comment on en est arrivé là où on en est et quelle méthodologie on suit sur l'ensemble du projet de Jenny. Eh bien, en fait, je vais reprendre l'illustration dont Maïté a parlé sur comment est né le projet au CNAM. Elle a parlé d'un réseau de compétences. C'est exactement ce qui se passe dans tous les développements de campus. On a un réseau de jumeaux numériques. On a un réseau de compétences très variées, très différentes, sur lesquelles tous les acteurs interviennent en permanence. Et donc, ce diagramme que je montre sur la droite, c'est pas quelque chose qui a un début, une fin, c'est très itératif. Et tout le monde échange en permanence sur les différents items que je présente ici. Donc, d'où on part déjà? On part forcément de la définition des besoins. Donc, pour rappel, on a un besoin d'accès à des plateformes pour les étudiants ou pour certains enseignants dans différents campus. On a des besoins pour les étudiants de s'entraîner, de maîtriser certaines compétences qu'ils ne peuvent pas faire forcément sans les machines, d'accéder de partout à ce contenu et que ce soit facile et accessible. Donc la première étape, c'est pour tous les acteurs qui sont concernés par le projet, d'aller sur place, de discuter avec les porteurs de jumeaux numériques, de comprendre leurs problématiques, de comprendre leur processus et de commencer à parler un même dialogue. Ensuite, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a une certaine complexité à intégrer des technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée,
dans des séquences pédagogiques. Donc c'est là que toute la première année du projet a été consacrée. Il y a eu un effort assez important d'échange, de discussion et de littérature scientifique pour voir comment on pouvait intégrer au mieux dans l'enseignement supérieur et plus largement ces technologies par rapport à une ingénierie pédagogique traditionnelle. Et ça, du côté technique, puisque moi je représente aussi le côté technique et implémentation numérique, on s'en imprègne pour permettre le développement des jumeaux et de notre campus immersif. Donc une fois qu'on arrive à scénariser comment on veut, quelle est la séquence pédagogique, il y a la scénarisation à l'intérieur des jumeaux numériques. Nous, ce qui nous intéresse, si je prends un peu plus le point de vue d'ingénieur XR côté développeur, c'est de comprendre absolument toutes les possibilités d'interaction, de scénarisation à l'intérieur des différentes plateformes pour essayer de standardiser au maximum la définition des scénarios qu'on va pouvoir développer et implémenter dans les jumeaux numériques. Derrière, ça va permettre aux professeurs de pouvoir scénariser de la manière la plus libre possible dans un jumeau numérique. Le jumeau, c'est une représentation de la machine, une représentation des procédés, des process, et c'est le professeur qui va dire comment il veut utiliser ce jumeau. Alors ensuite, ça a été présenté également par Claude, mais on a beaucoup de R&D sur ce projet-là. C'est pas uniquement une implémentation d'environnement 3D. On fait de la R&D sur l'acquisition des environnements réels pour pouvoir les remodéliser de différentes manières. Donc on fait de la R&D sur cette remodélisation, sur la simulation numérique des procédés, sur la connectivité des machines, sur les techniques de rendu pour représenter ces procédés, sur les interfaces collaboratives entre les différentes personnes qui vont être immergées en collaboration, donc sur la représentation des avatars aussi, etc. Donc toutes ces réflexions nous conduisent à définir une architecture. Donc on l'avait présenté en octobre, notre première architecture qui référence les modules technologiques, les briques technologiques de Jenny. Et notamment à travers l'éditeur de jumeaux numériques, l'éditeur de scénarios, le format interopérable des différents éléments qu'on veut représenter, donc le format USD, GLTF, dans ces jumeaux numériques, et sur le déploiement aussi de ces applicatifs, puisque le déploiement est une vraie question dans Jenny. Donc l'implémentation ne concerne pas que les développeurs. L'implémentation, c'est à la fois le développement, donc tout ce que vous voyez en général visuellement, c'est parlant, c'est le monde 3D. On voit le côté développeur, mais il y a surtout aussi le côté machine, puisque toute l'intégration de nouveaux composants, de nouvelles cartes d'acquisition, de nouveaux automates sur les machines doit être effectuée également pour permettre cette connectivité. Donc, dans le cadre de notre méthodologie, on a des tests pilotes qui sont faits pour avoir des premiers retours d'expérience et des expérimentations qui sont conduites à travers le Work Package 3 du projet notamment, pour avoir les ressentis utilisateurs, les retours d'expérience des professeurs et des étudiants, avoir des retours d'expérience sur l'ergonomie, sur l'accessibilité des différents jumeaux numériques. Et ensuite, le déploiement. Donc là, je l'ai abordé. Comment on peut déployer ces séquences pédagogiques, comment on donne l'accès aux professeurs, aux étudiants, comment on crée ces plateformes virtuelles et ces plateformes physiques pour utiliser les jumeaux. Donc tout ça, c'est des étapes qui sont, comme je ne disais, pas à la chaîne, ça ne se suit pas, c'est un peu circulaire, et on itère depuis 1 an et demi maintenant sur toutes ces réflexions-là. Alors dans ma présentation, je vais aborder 4 parties qui me semblent assez importantes, qui concernent plutôt le côté droit du schéma. Sur la préparation des jumeaux numériques, la simulation numérique temps réel, le campus immersif et la question des avatars. Donc si je commence par la préparation des jumeaux numériques, hop là, on a différentes étapes. Donc, je vais parler d'acquisition de la donnée, de modélisation 3D, de simulation numérique, de connectivité aux machines et de scénarisation des contenus, qui sont les principales étapes que l'on suit et qui conduisent aux résultats que je vais présenter. Donc, comme on l'a dit, on part de la CAO. Alors, CAO qui peut être disponible ou pas. Quand elle n'est pas disponible, on va utiliser des techniques d'acquisition 3D, donc du scan. Vous voyez
du NERF ou du scan 3D mobile qui nous donne des nuages de points qui permettent de référencer. Donc on fait de la photo, de la vidéo 360 également, et on a accès surtout à beaucoup de ressources documentaires qui existent, donc des vidéos, des PDF, etc., qui nous expliquent finalement le fonctionnement des différents procédés. On part ensuite sur de la modélisation. Pas de miracle ici. On doit modéliser des environnements qui sont accessibles de partout, sur toutes les plateformes, donc y compris les mobiles, un peu plus anciens, ou le web, ce qui nous oblige à passer par des techniques de retopologie, de remodélisation, c'est-à-dire d'optimisation finalement des modèles 3D pour qu'ils fonctionnent absolument partout. On a deux raisonnements, deux schémas de pensée sur cette partie-là. Il y a une partie qui consiste à utiliser le cloud, et donc présentée par Claude avec la technologie NoActive notamment, où on a du streaming. Mais on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ça. Il faut aussi optimiser au maximum le modèle dans le cas d'un usage qui ne serait pas cloud streamé, dans le cas d'un usage où on n'a pas accès à Internet, tout simplement, par exemple. Ensuite, donc, à partir de cette modélisation, on a des représentations des différents éléments en 3D temps réel afin de représenter une machine. Donc là, on a l'exemple de la coquilleuse d'Angers qui était présentée tout à l'heure. Et une partie gestion des cinématiques, donc la base de l'explication du fonctionnement d'une machine va être de représenter sa cinématique, sa chaîne dynamique. Et donc, on a un lien qui se fait entre la CAO qui nous vient d'origine, et donc la gestion des cinématiques dans les moteurs de rendu 3D temps réel. Sur la simulation numérique, ça a été déjà présenté, on a des personnes qui travaillent sur de la recherche sur les procédés eux-mêmes. Donc là, j'ai un exemple sur un procédé de fonderie. Donc, ces gens-là travaillent sur la modélisation des différents paramètres qui vont influencer les résultats, par exemple ici, d'une coulée en fonderie, mais on a absolument tous les procédés, forge, fonderie, usinage, sur les différents campus arts et métiers, etc. Et sur la droite, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un modèle réduit qui va nous permettre de faire varier des paramètres en temps réel. Donc c'est sur cet axe-là qu'on va jouer. Je vais présenter un peu plus tard le pourquoi on a besoin de ça dans nos simulations. La connectivité aux machines. Alors vous avez d'un côté la machine réelle et de l'autre côté la machine virtuelle. C'est pas juste en un claquement de doigts qu'on va avoir toutes les données de la machine physique. Il faut revoir l'intégralité du réseau de capteurs et de cartes d'acquisition et d'automates qui vont piloter les différents éléments des machines. Et avec la couche OPC-UA dont les différents partenaires ont parlé, on va pouvoir récupérer ça de manière standardisée sur nos jumeaux numériques virtuels pour représenter le fonctionnement en temps réel, si c'est nécessaire, dans la pédagogie du professeur. Ensuite, sur la scénarisation des contenus, donc comme je l'ai évoqué, on a dans notre première étape de développement un besoin de comprendre absolument tous les scénarios possibles à l'intérieur du jumeau numérique pour permettre à ce jumeau numérique-là de recevoir différentes interactions, différents fonctionnements qui seront ensuite scénarisables par les professeurs avec le plus de liberté possible. Donc on est comme si on était dans la vraie machine, finalement, dans la vraie halle technique. On imagine qu'on a envie de scénariser avec différentes étapes, la séquence d'apprentissage pour un groupe d'étudiants. Le fait d'avoir imaginé le plus de choses possibles va permettre derrière possible ce fonctionnement-là pour les professeurs. Et donc pourquoi on fait tout ça? Eh bien pour accélérer derrière l'édition de jumeaux numériques, donc permettre d'avoir des outils qui nous facilitent la vie quand on a envie de refaire des jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en développe beaucoup dans le génie, ce qui va nous permettre d'uniformiser un peu les pratiques pour pouvoir développer des outils qui nous faciliteront, qui nous accéléreront le développement du jumeau numérique dans le futur. Donc je parlais aussi de simulation numérique temps réel. Donc maintenant, je vais détailler un petit peu plus ce que c'est. Donc vous avez un exemple ici de relecture, de rejeu d'une simulation numérique à l'intérieur du moteur 3D Unity que l'on utilise. En dessous, vous avez un exemple de métamodèle, alors sur un autre cas d'usage. Là, on est sur de l'injection plastique d'un masque pour les visières à l'époque du Covid. On peut rejouer directement les différents paramètres. Donc ce que je veux montrer par là, c'est que cette expertise sur les procédés des différents chercheurs, des différents campus aux arts et métiers, va nous permettre de développer des métamodèles. Ces métamodèles qui vont permettre de représenter en temps réel des simulations numériques avec des variations de paramètres.
Et ces modèles-là vont être intégrés à l'intérieur de notre expérience 3D temps réel. Donc typiquement, pour montrer ceci, donc ici vous avez la presse qui est représentée dans le jumeau numérique de la Forge de Metz. Et ce que vous voyez là, c'est un lopin qui se déforme au fur et à mesure avec un champ de température qui évolue même en fonction de où se trouve la presse par rapport à ce lopin. Le campus immersif. Donc le campus immersif, on en a beaucoup parlé, pas tant que ça. Donc cet espace dans lequel on va permettre aux différents étudiants de se connecter, aux différents professeurs de se connecter, de tester de nouvelles pratiques pédagogiques. Sur la première année, on a fait beaucoup de recueil de besoins, on a discuté avec des profs, on a discuté avec des étudiants. On a regardé un peu ce qui pouvait vraiment fonctionner, parce que le but, c'est qu'on teste de nouvelles pratiques pédagogiques à partir de ce campus-là. Donc, on est parti de ces idées, de ces besoins. On a fait beaucoup d'R&D, d'exploration pour savoir quelles technologies on pouvait utiliser. S'il existait déjà des solutions sur le marché, sur étagère, qu'on puisse compléter, avec lesquelles on puisse travailler pour tester tous nos nouveaux usages innovants. Et ensuite, on est parti sur un développement de cœur logiciel, donc depuis quelques mois, pour poser les briques de ce que doit être notre campus immersif pour tester ces nouvelles pratiques pédagogiques. Donc aujourd'hui, comme ça a été mentionné, on est sur on va dire une couche avec des technologies open source standards, donc iFrame, FreeJS, WebRTC, entre autres. Et on a un environnement qui nous permet de se connecter, de s'authentifier, de discuter, d'intégrer du contenu, de créer du contenu sur cette plateforme web. Et pour aujourd'hui, on a intégré aussi un scénario qui est accessible donc sur mobile, sur PC, en WebXR, donc en réalité virtuelle web, à partir juste d'une adresse web. Donc j'aurai l'occasion de vous la montrer tout à l'heure. Donc il nous reste beaucoup de choses à faire, parce qu'on n'a pas encore connecté à Teams, à Moodle, on n'a pas encore de contenu, l'interface utilisateur n'a pas encore été prévue au niveau donc, graphique, etc. Mais on peut faire déjà beaucoup de choses à l'intérieur de ce campus et notamment rejouer des scénarios de certains jumeaux. Donc le dernier point important qui nous pose beaucoup de questions, nous en tout cas sur Laval, c'est la question des avatars. Alors pourquoi c'est une question ? On va arriver dans un environnement virtuel, on va déployer des environnements virtuels pour lesquels plusieurs personnes vont se connecter. Lorsqu'on est connecté en réalité virtuelle déjà, vous avez cette question qui se pose. Vous avez plusieurs personnes qui se voient les uns les autres et qui vont interagir ensemble. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que la représentation des avatars, si on parle d'avatar humanoïde déjà, a un grand impact sur l'expérience elle-même vécue par les personnes. Si je représente un avatar humanoïde, ou si je représente un avatar qui n'est pas humanoïde, je vais également avoir des impacts sur les performances de certaines tâches, donc d'après la littérature. Et là, on se pose vraiment la question, puisqu'on est dans un usage vraiment pédagogique pour l'apprentissage, comment je dois représenter les personnes qui vont interagir ensemble dans cet environnement virtuel. Donc on a plusieurs thèses en cours. Alors comment les représenter, c'est une thèse de Charlotte Dubosc chez nous. D'ailleurs, je la remercie pour l'illustration, parce que c'est elle qui m'a autorisé à l'utiliser ici. Donc sur l'impact de la qualité, sur la stylisation, sur la représentation plus ou moins réaliste de l'avatar. Alors certains me diront, d'après la littérature, il y a aussi le fait que si on veut vraiment être très efficace dans une tâche, il ne faut pas que ce soit un avatar humanoïde, il faut qu'il y ait le moins de détails possible, sinon on va avoir tendance à être distrait. C'est peut-être une piste. Ensuite, la deuxième question qui est très importante, c'est comment représenter les potentialités d'interaction. Alors par là, je veux dire que typiquement, certains jumeaux numériques ou le campus peuvent être accessibles de différents devices. Donc vous allez avoir un PC, vous allez avoir une tablette, vous allez avoir un casque de réalité virtuelle. Comment je fais pour représenter les interactions, les potentialités d'interaction des différents utilisateurs qui ne vont pas utiliser le même type d'outils et de devices, de périphériques, pour interagir ensemble? Et donc ça, c'est des questions aussi qui nous préoccupent beaucoup au laboratoire. Et on a notamment une autre thèse aussi de Florian Dufresne en ce moment sur ce sujet-là, en parallèle de Jenny. Je vais maintenant présenter directement un exemple de jumeau numérique et je vais exprimer ce qu'il se passe dans ce jumeau numérique, donc celui de la Forge de Metz, comme vous l'aurez compris.
Cet atelier, il a 2 enjeux principaux pédagogiques. Un premier enjeu, c'est de comprendre les machines, le process, dans son ensemble, savoir comment elles fonctionnent, comprendre leur mécanique. Et un deuxième enjeu qui est de comprendre le procédé, et donc comment le procédé va fonctionner. Donc je vais démarrer la vidéo. Donc je suis désolé, je sais que le plein écran en réalité virtuelle, c'est pas forcément évident à regarder. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc voilà, on a le début de la simulation. On arrive dans une halle technique. On a des outils qui nous permettent de comprendre, de scénariser, sans scénariser d'ailleurs, comprendre le fonctionnement des machines, puisqu'on peut utiliser le jumeau de manière assez libre sur l'ensemble de la halle technique. Donc je peux utiliser la presse, je peux voir l'intérieur avec des vues en coupe, je peux utiliser le robot pour comprendre sa cinématique et à quoi il peut servir dans le procédé. Je peux aller changer des réglages de la deuxième presse, puisqu'on a 2 presses, on a une presse à vis et une presse hydraulique. Là j'aperçois un de mes amis Avatar qui s'est connecté d'ailleurs dans la même session que moi, qui n'était pas très actif. Si je vais de l'autre côté, sur l'autre presse, on peut visualiser différentes choses, donc visualiser le fonctionnement de cette presse, les concepts mécaniques derrière cette presse, qui est un petit peu différente de l'autre. Je peux l'utiliser également avec les différentes poignées. Alors là, on ne voit pas, mais il y a 2 poignées à la main, c'est ça qu'il faut maîtriser. Donc j'apprends aussi à manipuler les différents éléments. Pour aller plus loin et comprendre comment la presse fonctionne, je peux aller visiter des parties qui ne sont pas visitables dans la vraie technique, visualiser les flux, les fluides hydrauliques sur cette presse-là, et comprendre en fonction de l'utilisation de la presse l'impact sur ces flux hydrauliques. Ensuite, sur la deuxième partie, j'ai la notion de scénario pour réaliser tout le procédé. Alors, comme les collègues, il faut mettre les EPI. Et on va comprendre l'impact des EPI. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a mis les bouchons d'oreille et le son s'est étouffé. Et donc pour ça, la halle technique est un environnement qui fonctionne de manière autonome, mais dont on peut scénariser certaines actions. Donc là, on a retranscrit certaines actions proposées par le professeur qui porte ce jumeau sur Metz, avec différentes actions. Alors on va régler des paramètres machines. Par exemple ici sur la commande numérique de la forge. Donc on va régler l'énergie pour la presse. On va pouvoir manipuler différents éléments, donc valider les tâches au fur et à mesure. Donc l'objectif, ça va être de manipuler, donc comme je l'ai montré très rapidement tout à l'heure, des lopins qui vont être forgés. Donc il va falloir comprendre les différentes machines qui vont servir. Donc pour forger un lopin, en l'occurrence ici, on doit le chauffer. Donc on va le mettre dans un four. Donc on a un four donc on a le jumeau numérique du four aussi. C'est-à-dire qu'on a un jumeau numérique d'une halle complète qui contient finalement un four, 2 presses, un robot, la commande numérique pour régler la température du four. Et là, vous allez comprendre maintenant pourquoi je parlais de l'importance des métamodèles et de la simulation numérique dans cette application-là. À partir du moment où je vais mettre un lopin dans le four à une température de consigne, il va atteindre une certaine température. Et pour les professeurs qui font cette formation au principe de forge, c'est important de faire comprendre aux étudiants les différences les impacts des différents paramètres de forgeage, que vont être par exemple la température du lopin au moment du forgeage ou l'énergie de la presse au moment du forgeage. Et donc c'est ces modèles-là qui vont nous permettre d'utiliser en temps réel les différents paramètres. Donc là typiquement je sors mon lopin du four, je vais avoir un modèle de refroidissement de ce lopin-là. Quand je le mets à l'intérieur de la presse, j'ai un autre modèle qui est chargé pour la déformation et le champ de température du lopin. Et on va pouvoir visualiser, une fois qu'on a terminé le forgeage, donc je peux faire différentes opérations de forgeage, on va pouvoir visualiser, une fois que j'aurai terminé le forgeage, l'état de la pièce, donc à quel point elle s'est déformée, quel est son champ de température résiduel, l'état de la pièce. Et on peut même aller, peut-être, on verra, jusqu'à l'état de la matière à l'intérieur de ce lopin.
Donc là, j'exécute toutes les opérations comme si j'utilisais la forge de manière normale, on va dire, hein, comme dans la réalité. Et je vais pouvoir visualiser voilà, le résultat sur le lopin, donc sur sa déformation et sur son champ de température pour cette vidéo-là. Donc je terminerai sur cette diapo-là. L'objectif qu'on cherche à atteindre dans Genie, dans nos développements, hein, c'est d'avoir des outils qui servent pour la pédagogie à plusieurs degrés de granularité. Hein. On parlait de niveau macro, méso et micro au démarrage du projet. J'aime bien cette formulation, puisqu'on va avoir des modules découvertes, donc identifier les machines par exemple, leur fonctionnement, qui est plutôt pour les premières années en école d'ingénieur, voire pour des post-bac et lycées. Le niveau méso, ça va être un niveau intermédiaire. Là, il va falloir comprendre le processus, il va falloir comprendre le procédé qui est mis en jeu pour les premières, deuxième années d'école d'ingénieur. Et on a un module plus avancé qui va être plutôt pour les dernières années ou les masters, qui vont nous permettre de comprendre vraiment l'impact des différents paramètres des procédés pour les gens qui vont travailler, qui vont se spécialiser sur ces procédés-là. Et j'en aurai terminé avec ma présentation.